Dans la séquence vidéo précédente, nous avions vu les concepts généraux de la programmation orientée objet. Dans cette séquence vidéo-ci, nous allons voir comment écrire tout ceci concrètement en C++. Nous avions donc vu que la programmation orientée objet définit la notion de classe qui est le résultat des processus d'abstraction et d'encapsulation, comme par exemple la définition d'une classe rectangle qui aurait des attributs largeur et hauteur et qui aurait une méthode surface. La classe, au sens des langages de programmation, définit un nouveau type qui nous permet de créer différentes variables, comme par exemple 3 variables, rect1, rect2, rect3, qui sont donc en langage orienté objet des instances ou des objets. Comment tout ceci s'écrit alors en C++? Une classe en C++ se déclare avec le mot-clé classe. Par exemple, donc pour déclarer la classe rectangle, on va écrire classe rectangle, qui est bien un nouveau nom de type, et puis ensuite, donc, on mettra les attributs et les méthodes de la classe, comme nous allons le détailler par la suite. Tout ceci étant terminé donc par un point-virgule. Il ne faut absolument pas oublier ce point-virgule, c'est une erreur fréquente les premières fois qu'on écrit des classes. Cette déclaration définit donc un nouveau type, rectangle, que l'on peut bien sûr utiliser pour définir des variables comme on le faisait avec n'importe quel autre type, en commençant donc par le nom du type et en suivant ensuite par le nom de la variable. Donc par exemple, ici, pour déclarer une instance, une variable rect1 de la classe rectangle, on utilise le type rectangle suivi du nom de la variable rect1. À ce stade, notre tout premier programme ressemblerait donc à ceci. On déclare en début de programme ici un nouveau type, classe rectangle. Pour l'instant, on ne sait pas encore quoi y mettre, mais on n'oublie pas de terminer avec le point-virgule. Puis ensuite, dans notre main, on déclare ici une variable rect1 de type rectangle. Voyons maintenant comment remplir cette partie, c'est-à-dire comment mettre des attributs et des méthodes à notre classe. Commençons par les attributs. Les attributs de la classe rectangle sont donc sa largeur et sa hauteur. Pour ça, pour déclarer des attributs, il suffit simplement, comme les champs d'une structure, de déclarer les différents attributs en mettant le type et le nom de l'attribut. Donc on déclare ici pour chacun des attributs son type, son nom d'attribut suivi d'un point-virgule. Donc pour notre exemple de classe rectangle, ceci donnerait simplement double hauteur, double largeur. C'est aussi simple que ça, aussi simple que les champs d'une structure. De même, pour l'utilisation des attributs d'une instance, on va utiliser la même syntaxe que les champs d'une structure. Pour cela, on aura donc le nom de l'instance suivi d'un point, suivi donc du nom de l'attribut que l'on veut désigner. Donc, par exemple, pour désigner la hauteur du rectangle rect1, on écrirait rect1.hauteur. Ce qui va donc donner le programme suivant, complet. Ici, donc, j'ai inclus la bibliothèque IOStream parce que j'utilise les entrées-sorties, et plus exactement l'affichage ici avec cout et handle, using namespace std. Et puis, donc, ensuite, la déclaration de notre classe rectangle, qui contient, on n'oublie pas le point-virgule à la fin, les deux attributs, hauteur et largeur. Puis, dans le main, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc déclarer ici une instance rect1 de la classe rectangle, et puis on va donc pouvoir utiliser la hauteur de rect1, on va l'affecter ici à la valeur 3, la largeur toujours de rect1, à laquelle on va affecter la valeur 4, et puis on peut donc par exemple afficher ici la hauteur de rect1. Donc tout ceci est vraiment très similaire aux structures telles que présentées dans notre précédent cours d'introduction à la programmation. À noter cependant que le code donné ici ne compile pas en l'état. Il vous manque encore un petit ingrédient qui sera détaillé dans la séquence vidéo suivante. Mais mis à part ça, l'esprit général et l'essentiel de la syntaxe est ici correct. Passons maintenant à la déclaration des méthodes. Les méthodes sont simplement des fonctions que l'on va mettre au sein de la classe. Donc dans le cas de notre classe rectangle, on va s'intéresser ici à lui ajouter la méthode surface. Donc une méthode, ça se déclare simplement comme une fonction avec le type de retour, le nom de la méthode, puis ensuite, entre parenthèses rondes, la liste des éventuels paramètres. Tout ceci, donc, qui est l'entête de la méthode, étant suivi par la définition de la méthode, donc le corps de cette méthode, entre accolades. La seule différence, simplement, c'est que les méthodes sont mises dans la classe elle-même. Dans le cas de notre exemple de la classe rectangle, la méthode surface s'ajouterait donc dans la classe rectangle, ici avec donc sa valeur de retour double, une surface retourne un double, son nom, et puis ici elle n'a pas besoin de prendre de paramètres, et elle retournerait donc la hauteur et la largeur. La question qu'on pourrait se poser, c'est mais où sont donc passés les paramètres? En effet, si on avait à écrire une fonction usuelle, non pas une méthode, mais une fonction au sens normal du terme, alors
on aurait eu besoin de passer la hauteur et de passer la largeur comme argument à la fonction, de sorte que hauteur et largeur soient connus pour effectuer ce calcul. Comment se fait-il qu'ici, dans la méthode de la classe rectangle, on n'ait rien eu besoin de passer? Parce que tout simplement, cette hauteur et cette largeur sont des attributs de la classe. La méthode surface faisant partie de la classe rectangle, elle a accès aux attributs hauteur et largeur de la classe rectangle. C'est ce que l'on appelle techniquement une portée de classe, c'est-à-dire que tous les attributs d'une classe sont connus de l'entièreté de cette classe et en particulier de chacune de ces méthodes. Donc par exemple, toutes les méthodes de la classe rectangle ont accès à la hauteur et à la largeur. Il n'est donc pas nécessaire de passer les attributs comme argument aux méthodes. Donc pour résumer, une méthode, c'est simplement une fonction qui est propre à une classe, on va donc la mettre dans les classes, mais qui en plus de ce fait a accès aux différents attributs de la classe. Et donc il est très important, et c'est une erreur de débutant des premières écritures de méthode, il est très important de ne pas passer les attributs à une méthode de classe. Donc pour revenir encore une fois sur l'exemple est tout à fait correct ici. On a bien une méthode surface qui ne prend pas du tout ici de paramètres et qui peut accéder à la hauteur et à la largeur de rectangles qui ont été déclarés comme précédemment dans la classe. Ceci dit, ce n'est pas parce que l'on n'a pas besoin de passer les attributs d'une classe comme argument à ces méthodes que les méthodes n'ont jamais de paramètres. Bien sûr, si une méthode a besoin de recevoir des paramètres de l'extérieur de la classe pour pouvoir fonctionner, alors il faudra bien sûr déclarer les paramètres à la méthode. Donc par exemple ici, supposons qu'on imagine qu'on ait une classe de figure colorée. Et dans cette classe, on aurait différents attributs et en particulier aussi une méthode qui permet de colorier la figure, laquelle méthode pourrait donc recevoir typiquement une couleur et elle modifierait donc les instances de la classe figure colorée pour les colorier dans cette couleur, couleur étant lui-même un autre type qu'on aurait défini par ailleurs, une classe ou un typedef. On pourrait donc par exemple déclarer une instance, une figure de la classe figure colorée, une instance rouge de la classe couleur, et puis un tout petit peu plus tard, en anticipant sur une syntaxe qui va vous être présentée, colorier la figure avec la couleur rouge. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que la couleur rouge, donc elle vient de l'extérieur de la classe figure colorée, elle ne fait pas partie de la classe figure colorée, et donc c'est pour ceci qu'on a besoin de la passer, ce n'est pas un attribut de figure colorée, on a besoin de la passer comme paramètre à la méthode coloris. On a vu que les méthodes sont des fonctions un peu particulières que l'on met dans les classes, y compris avec leur définition. Mais ceci rend souvent le code peu lisible. On n'a par exemple pas de vue synthétique de l'ensemble des prototypes des méthodes offerts par une classe. Pour cette raison, donc une meilleure lisibilité, mais aussi pour une meilleure modularisation, c'est-à-dire une meilleure séparation entre d'un côté l'interface et d'un autre côté l'implémentation, une meilleure séparation entre différentes parties. Pour toutes ces raisons, donc, il peut être nécessaire de définir les méthodes à l'extérieur de la classe. Cela ne change rien à tout ce que je vous ai dit, c'est simplement une organisation de l'écriture qui est un tout petit peu différente et où l'on va sortir à l'extérieur de la classe la définition de la méthode et en gardant le prototype dans la classe. Simplement, si on sort donc la définition à l'extérieur de la classe, il faut bien indiquer au compilateur que c'est bien une méthode d'une certaine classe et non pas une fonction. Et donc, dans le nom de la méthode, on va devoir indiquer à quelle classe elle se rattache en rajoutant donc devant le nom de la méthode le nom de la classe, suivi donc de ce qu'on appelle l'opérateur de résolution de portée 2.2. Donc, par exemple, dans notre classe rectangle, nous avions déclaré puis défini la méthode surface. Si l'on souhaite la définir à l'extérieur, ce que l'on va garder dans la classe rectangle, c'est simplement le prototype de la méthode surface. Et puis la définition à l'extérieur fera donc précéder le nom surface du nom de la classe, ici, suivi donc de 2.2. On écrira donc ici la définition, mais simplement, la même que précédemment, mais simplement en faisant précéder donc le nom surface de ce nom de classe. Passons maintenant à un autre aspect des méthodes. On distingue en fait deux sortes de méthodes. Les méthodes qui peuvent modifier les instances auxquelles elles s'appliquent, comme par exemple tout à l'heure la méthode coloris de la classe figure colorée, qui modifiait, qui coloriait l'instance à laquelle elle s'appliquait. De telles méthodes, c'est ce que l'on appelle des actions.
On les distingue donc des méthodes qui ne modifient pas les instances auxquelles elles s'appliquent, comme par exemple la méthode surface de la classe rectangle. Calculer la surface d'un rectangle ne va pas modifier le rectangle dont on calcule la surface. Ces méthodes, ça s'appelle des prédicats. Pour les prédicats, il va être bon donc de l'indiquer au compilateur et aux autres programmeurs qui vont lire votre code en rajoutant le mot const après la liste des paramètres. Donc après ce qu'on appelle l'entête, tout à la fin, vous rajoutez le mot const pour les prédicats pour dire qu'elles ne modifient pas les instances auxquelles elles s'appliquent. Donc par exemple dans la classe rectangle, on définirait donc ici le prototype de la méthode surface en rajoutant derrière à la fin donc ici le mot const, et ce mot va bien sûr se remettre dans l'entête lorsque l'on va faire la définition de la méthode surface, ici donc en rajoutant ce mot aussi dans l'entête de cette définition. On voit bien en effet ici que cette méthode surface ne modifie absolument pas ni la hauteur ni la largeur, elle ne fait que utiliser la hauteur et la largeur, elle ne modifie pas l'instance auquel elle s'applique. Si jamais vous déclarez une méthode avec le mot-clé const, c'est-à-dire vous déclarez un prédicat, mais qu'en fait la définition de cette méthode modifie l'instance, c'est-à-dire qu'en fait c'est une action, alors vous aurez de la part du compilateur un message qui dira assignment of data member et puis celui sur lequel vous avez fait la modification is read-only structure. Donc ici le read-only veut bien dire que on considère qu'au travers de cette méthode, vous ne pouvez pas modifier l'attribut en question. On peut simplement, entre guillemets, le lire, mais on ne peut pas le modifier, pas l'écrire. Dans ce cas-là, deux solutions. Soit vous avez fait une erreur, effectivement, de conception et il faut enlever le mot const. Soit vous vouliez vraiment que ce soit un prédicat et corrigez donc votre erreur. Vous avez à ce moment-là fait une erreur dans l'écriture de la définition de cette méthode. Voilà, vous savez maintenant déclarer et définir les méthodes d'une classe, mais comment les utiliser? Donc comment faire appel à ces méthodes? Eh bien pour cela, on va utiliser une syntaxe que vous aviez déjà rencontrée par exemple avec les vectors, avec les strings, et qui est très similaire à la syntaxe d'utilisation des attributs. C'est simplement le nom de l'instance suivi du nom de la méthode, et avec éventuellement, bien sûr, entre parenthèses, ici, les arguments que l'on va passer à la méthode. Donc, par exemple, pour les vectors, vous utilisiez, par exemple, tableau.size. Eh bien, en fait, c'est parce que vector de double est une classe et que tableau est une instance de cette classe, et dans cette classe, on a une méthode size. Donc, pour, par exemple, appeler la méthode surface de la classe rectangle sur une instance rect1 que l'on aurait déclarée de la classe rectangle, ce que l'on va faire, c'est rect1.surface. Le schéma général, c'est bien nom d'instance, point, nom de la méthode avec les arguments. Ici, surface ne reçoit pas d'arguments et donc on met juste les parenthèses collées, comme l'on appelle d'une fonction qui ne reçoit pas d'arguments. Voilà, à ce stade, notre programme ressemblerait donc à la chose suivante. On déclare ici une classe rectangle, que l'on ferme et on n'oublie pas le point-virgule, dans laquelle on met un attribut hauteur, un attribut largeur, tous les deux de type double, et dans lesquels on rajoute donc une méthode qui ne modifie pas l'instance à laquelle elle s'applique, qui s'appelle surface, qui ne prend pas de paramètres et qui retourne un double, et qui calcule donc la surface comme étant le produit de l'attribut hauteur fois l'attribut largeur. Et puis donc dans le main, on déclare ici une instance rect1 de la classe rectangle, on affecte la hauteur de cette instance rect1 à la valeur 3, on affecte la valeur 4 à la largeur de l'instance rect1, et puis donc ici on fait un appel à la méthode surface, ici donc la méthode surface qui ne prend pas d'argument et qui s'applique à rect1. Donc c'est la surface de rect1. Donc ici, ça va bien afficher surface de points et puis la valeur 12 qui est 3 fois 4. À noter encore une fois, comme pour l'exemple du début, quand tout trigger, le code donné ici ne compile pas, il manque toujours le même petit ingrédient présenté dans la prochaine séquence vidéo. Il faut bien comprendre que quand j'appelle ici rect1.surface, surface s'applique bien sûr à rect1 et prend la hauteur et la largeur de rect1. Chaque instance a ses propres attributs. Si j'avais déclaré donc comme ça 3 rectangles et que je les avais affectés respectivement la largeur de rect1 à 4, sa hauteur à 3, pour rect2 la largeur à 11,5, sa hauteur à 3,8, et puis d'autres valeurs encore
pour rect3, chacune de ces 3 instances est une variable différente en mémoire qui a ses propres attributs. Et lorsque l'on va appeler rect1.surface, c'est la méthode surface générale de la classe rectangle qui va s'appliquer à l'objet rect1 et qui donc, dans sa définition, dans son corps, aura accès à la hauteur et à la largeur de rect1. Et si j'appelle rect2.surface, à ce moment-là, ça sera la hauteur et la largeur de rect2. Donc d'une façon résumée, on peut dire que l'appel rect1.surface, c'est un peu comme si on appelait la méthode surface de la classe rectangle et on lui passait comme paramètre l'adresse de un pointeur, l'adresse de rect1 ici. Voilà ce qui conclut notre première séquence vidéo d'écriture concrète de vrai code C++, où on a vu donc comment déclarer les attributs et des méthodes, donc essentiellement où on a vu comment écrire cet axe-ci. Reste maintenant à voir comment écrire cet axe-là, qui est l'objet de la prochaine séquence vidéo.